Position dominante. Et puisqu'on parle entreprise américaine, on se rend tout de suite à Wall Street, New York, où nous attend Grégory Volokhin, président de Mescart Financial Services. Bonjour Grégory. Bonjour Vincent. De l'actualité entreprise aujourd'hui avec des résultats, toujours ceux de JP Morgan et puis des statistiques. On commence donc avec ces résultats de JP Morgan supérieurs aux attentes. Oui, c'est, je dirais, un très bon signe en ce début de saison des résultats, car en général, les banques montrent à peu près toutes les mêmes sortes de performances. Alors, pourquoi est-ce que c'est mieux que prévu pour JP Morgan? C'est dû notamment au trading obligataire en hausse de 35%, aux transactions et trading en actions en hausse de 23%, une hausse des prêts personnels, individuels, des prêts immobiliers. En gros, on peut dire que JP Morgan, là, marche très très bien et ils sont très confiants. Ils disent que les États-Unis sont un pays qui a une belle croissance et on leur demande mais quel est l'effet du Brexit, et le CEO de JP Morgan répond: pour moi le Brexit c'est un problème politique, c'est pas un problème financier, et je pense que c'est un bon commentaire, en tout cas si on regarde actuellement la réaction des marchés après ce vote anglais. En tout cas, c'est important, hein, ces chiffres de JP Morgan pour ceux de Citigroup, hein, qui viennent demain, je crois. Statistiques du jour. L'emploi, les demandes hebdomadaires d'allocation chômage et les prix à la production. Dans les deux cas, on a une surprise. Lesquelles? Oui, alors bonne surprise, on peut dire, au niveau de l'emploi, sauf qu'on n'attendait pas une mauvaise surprise. Je dirais que c'était seulement le mois de mai qui avait vu une certaine inquiétude sur la progression du marché de l'emploi aux États-Unis. Là, c'est un très bon chiffre avec 256 000 demandes d'allocation chômage. C'est un chiffre très très bas aux États-Unis. Et puis les prix à la production. Et là, on peut dire qu'il y a un petit frémissement quand même. On est au-dessus des attentes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, en fait, la hausse des cours du pétrole dernièrement commence à filtrer un peu dans l'économie, dans le prix de beaucoup de produits. On voit par exemple maintenant qu'il y a une hausse là mensuelle de 0,3% sans la nourriture et l'énergie, de 0,5%. Ça, c'est un chiffre qui indique peut-être que la Fed, la Réserve fédérale, qui regarde tellement attentivement les chiffres d'inflation, va peut-être faire quelque chose cette année. Alors pour le moment, personne n'y croit. Un petit peu quand même, 30%, c'est ça, non? La probabilité. 30% au mois de décembre, et on en était pratiquement à zéro il y a deux semaines, mais peut-être qu'on va aller de nouveau dans le sens d'une idée de la hausse des taux. Et franchement, il faut le dire, l'économie américaine non seulement pourrait supporter une hausse des taux, mais en plus en bénéficierait certainement, et les banques les premières. Bon, Grégory, merci. Grégory Volokhin, que l'on retrouvera tout à l'heure à 15h45, notre heure. Un quart d'heure de cotation à New York. Voilà, un quart d'heure après l'ouverture à New York, on fait un nouveau point avec Grégory Volokhin, président de Mescart Financial Services. Grégory, donc la hausse tient et on va peut-être encore avoir de nouveaux records aujourd'hui, pourquoi pas? Oui, c'est possible. En fait, je dirais qu'on avance à petits pas, parce que vous regardez aux États-Unis des hausses quotidiennes de 0,5, 0,6%. Qui suffisent pour pousser les indices à la hausse, que ce soit le Dow Jones ou que ce soit le S&P 500, pas encore le Nasdaq, mais ça risque de venir quand même assez prochainement. Bon, ça peut se justifier par des résultats qui sont bons jusqu'à maintenant. Puisqu'on cherche toujours une justification, il faut bien la trouver au niveau des résultats. Ça sera sûrement pas au niveau de la politique internationale qu'on va trouver. Mais au niveau des résultats, il faut se souvenir sur cette semaine que pour le moment, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu une compagnie telle que Alcoa, qui est quand même une compagnie industrielle, avec des activités dans beaucoup de domaines tels que l'aviation, tels que l'automobile, qui a eu des résultats qui étaient excellents. Et aujourd'hui, JP Morgan, qui a des résultats meilleurs que prévus. Alors vous pouvez toujours dire, ça a été revu en baisse pendant toute la saison, mais quand même, quand on regarde les résultats eux-mêmes, vous avez par exemple une hausse des revenus des transactions sur bons et obligations de 35%, des transactions sur actions de 23%, augmentation des prêts à la consommation de plus de 10%, même au niveau des secteurs sur lesquels ils sont exposés comme l'énergie, ils ont bien provisionné, donc là ils peuvent ramener un peu des provisions parce qu'il n'y a pas eu autant de faillites peut-être qu'attendu. Donc non, on peut dire que une banque aussi importante que JP Morgan donne quand même confiance dans une image d'une économie américaine où à la fois le consommateur et les industries se portent bien. C'est pas la folle croissance, mais ça va bien. Et on va voir si tout cela est confirmé par Citigroup et Wells Fargo. Quelles sont un petit peu les particularités de l'un et de l'autre, leurs points forts?
Elle donne une bonne lecture de plusieurs secteurs de l'économie. Wells Fargo, par exemple, c'est la plus grande banque au niveau de tout ce qui est prêt à l'immobilier aux États-Unis. Alors vous savez que l'immobilier va bien, mais là aussi, on n'a toujours pas rattrapé, disons, au niveau des nombres de construction, par exemple, où on en était en 2005-2006. Donc ça sera une bonne lecture sur l'immobilier. Quant à Citi, je dirais que Citi est intéressante à double titre. C'est la banque américaine la plus internationale, avec des grosses activités en Asie. Et c'est aussi une banque qui dépend beaucoup des activités justement de trading en actions et en obligations. Et vraiment, il semble que le Brexit a fait du bien. Pourquoi? Parce que ça a beaucoup augmenté les volumes de transactions financières. Et quand on augmente les volumes, évidemment, pour une banque, on augmente les profits. Allez, on va parler politique un peu maintenant, parce que ça aussi, ça peut avoir un impact sur les marchés, où on se rapproche à grands pas de cette présidentielle américaine. Et il se trouve que Trump et Clinton sont au coude à coude dans les sondages, mais sur des critères qui ne sont pas à leur avantage. Oui, c'est ça. Je dirais que c'est les deux candidats les plus détestés dont je puisse me rappeler aux États-Unis, puisqu'ils sont là au coude à coude à 40% d'intention de vote, les deux. On voit même que Donald Trump est en avance dans des États qu'on considère comme étant essentiels, comme la Floride, la Pennsylvanie. Les swing states. Les swing states, exactement. Mais quand on pose la question aux Américains, qu'est-ce que vous pensez des candidats? Est-ce que vous leur faites confiance? 67% des Américains ne font pas confiance à Hillary Clinton en disant qu'elle n'est pas honnête. Et Donald Trump, c'est pas beaucoup mieux. 60% quand même des Américains disent qu'ils pensent que Donald Trump n'est pas quelqu'un en qui on peut faire confiance. Donc ça va être quand même des élections, je dirais, c'est assez triste d'en arriver là, mais ça va être surtout très intéressant de voir comment des deux candidats qui sont tous les deux pas aimés du public, qui sont même pas, je dirais, vraiment aimés par leur base propre d'électeurs, comment ces élections vont se dérouler. On va avoir à partir de la semaine prochaine les grandes conventions démocrates et républicaines, qui sont toujours un peu un grand cirque, mais c'est vraiment aussi le début officiel maintenant de cette campagne électorale jusqu'au mois de novembre. Hillary Clinton qui paie très cher l'affaire de ses emails, hein, même si elle a été blanchie d'une certaine façon, ça laisse des traces, ce genre de choses. Hein. Oui, c'est absolument ça. Ouais. Allez-y. Non, je dirais c'est absolument ça, c'est-à-dire que le FBI, le directeur du FBI, en fait, en blanchissant Clinton, ne lui a pas rendu service parce qu'il l'a beaucoup critiqué. Il a dit qu'elle s'était comportée d'une manière irresponsable, mais en même temps, il a dit, malgré tout ce que Hillary Clinton a fait, je dirais, de léger, de peu intelligent, ce n'est pas une base légale pour la poursuivre en justice. Donc, ok, Hillary Clinton ne sera pas poursuivie en justice, mais tout ce qu'a remarqué le directeur du FBI n'augmente pas la confiance qu'on peut avoir en Hillary. Et puis une info qui n'arrange pas les affaires de certaines biotech qui sont spécialisées dans la lutte contre le Zika. Dites-nous un petit peu ce qui s'est passé au Congrès américain. Oui, vous savez que les biotech ne sont pas des compagnies en général qui gagnent beaucoup d'argent. La plupart n'en gagnent pas du tout. Elles ont besoin d'énormément d'argent pour développer des nouveaux produits. Là, c'est le cas de Zika. Donc, vous savez, cette maladie, ce virus transmis par les moustiques. On pensait que le Congrès américain allait voter un budget, en fait, de plus d'1 milliard de dollars pour aider ces compagnies à trouver un vaccin. Il n'y a toujours pas de vaccin. Et le Congrès a dit non. En fait, le Congrès qui va être en vacances dans 2 jours, c'est un peu comme en France, hein, tout le monde part en vacances. Ils n'ont pas voulu donner un budget pour trouver un vaccin contre Zika. Mais Zika est arrivé aux États-Unis. Il y a 600 femmes enceintes qui sont déjà infectées. Il y a déjà eu des bébés qui sont nés avec ce qu'on appelle qui sont microcéphales, donc avec des têtes très très petites. Et je dirais ne pas donner une aide officielle alors que c'est une maladie qui est en train de se propager. Je trouve ça assez honteux. On en parle beaucoup, hein, avec les Jeux Olympiques donc à Rio, et des sportifs d'ailleurs de haut rang qui renoncent à aller à Rio, mais effectivement aux États-Unis ça se sait assez peu que la maladie progresse aussi. C'est quelque chose d'assez nouveau qui date ça date de quelques semaines, parce qu'au début, évidemment, vous savez, les États-Unis, il y a les territoires qui sont dans les Caraïbes, comme Puerto Rico, qui ont des grands taux de contamination. Hein. On dit que d'ici la fin de l'année, 25% de la population de Puerto Rico sera peut-être infectée par le virus. Mais aux États-Unis, on n'avait pas encore vraiment des chiffres. Donc Zika est arrivé, et le problème vraiment est très très grave pour toutes les femmes qui sont enceintes, c'est elles qui courent le plus grand risque. Ben voilà, on parle de tout avec vous, Grégory, dans Intégral.